Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Néo, le tome 2, les deux châteaux de Michel Bussy chez PKJ. Je vous parlerai également d'un tome 2, mais d'un dernier tome avec Arcane de Pierre Bordage, donc le tome 2, La Résurrection chez Brajlon. On enchaînera avec La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, paru chez Lumen. Je vous parlerai encore et toujours d'un tome 2 avec Iron Flame, le second tome de Fourth Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. Et je finirai en vous parlant de deux sorties récentes qui sont sorties toutes les deux le 20 septembre avec Les Oiseleurs de Camille Noyer chez Ozu et La Cage, le tome 2 de Emma Séguès chez Ozu. Allez, retrouvez tout de suite mon avis sur Néo, le tome 2 que je vous avais tourné déjà par avance. J'ai terminé ce matin Néo de Michel Bussy, c'est le tome 2. Que voilà, je suis toujours dans mon optique de lire des sagas. Je continue avec cette saga qu'on m'a prêtée. Nous sommes toujours dans un monde où le nuage est passé, où tous les adultes sont morts. Il ne reste plus que des ados de... alors dans ce second tome, ils ont 14 ans. Mais en fait, ce sont les ados qui étaient dans le ventre de leur mère quand le nuage est passé, avec cette toxicité qui a tué tout le monde, sauf eux, puisqu'ils étaient protégés dans le ventre de leur maman. Et voilà, on va découvrir dans le premier tome les enfants du tipi, donc qui vivent sur la Tour Eiffel, et les enfants du château qui vivent dans le Louvre, qui ne se connaissent pas, mais qui ont des a priori sur les deux clans, on va dire. Pour ce second tome, on a vu se rapprocher les deux clans. Ils vivent tous maintenant au château, mais il reste beaucoup de choses à découvrir sur ce monde-là. Il va y avoir un bateau qui va être envoyé pour découvrir si d'autres enfants sont encore vivants. Il va y avoir des mystères, le vol d'une couronne, des choses assez étranges qui vont se produire, et toujours en point de mire un objectif, découvrir la tombe de Marie-Lune. Marie-Lune, c'était une des dernières adultes survivantes qui est considérée comme la mère de tous les enfants du château, qui les a maintenus dans l'éducation, qui leur a assuré leur survie. Et voilà, il y a toujours ce mystère de savoir où est enterrée Marie-Lune. Et voilà, donc, il y a plein de choses, plein d'histoires. On est dans un roman survivaliste, en quelque sorte, où une société d'enfants doit se créer pour survivre. C'était sympa, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'aime beaucoup ce second tome, mais je trouve de plus en plus de défauts dans le sens où Michel Bussy, on le connaît pour ses romans adultes, et la jeunesse, je trouve que c'est pas naturel. Les dialogues entre les personnages, c'est pas forcément naturel. On a des choses qu'un ado ne dirait pas, quoi, je sais pas. Ça fait faux. En fait, quand Sabi, par exemple, donc une des gamines du château qui a créé son groupe avant-gardiste sur la mode, je trouve qu'elle parle comme dans l'ancien temps. C'est très étrange. Ça fait pas du tout gamine de 14 ans qui parle. Donc pour moi, à chaque fois qu'il y a des dialogues comme ça, j'y crois pas. J'y crois pas, et je me dis, ouais, c'est une personne d'un certain âge qui a écrit ça, quoi. C'est pas... il y connaît rien en jeunesse. Alors, c'est très subjectif. C'est mon avis. Hein. Sinon, l'histoire est vraiment pas mal. Il y a des intrigues, il y a des faux semblants, il y a des secrets, il y a des personnages qui jouent double jeu, il y a des questionnements qui trouvent une réponse dans ce tome-ci. Il y en a d'autres qui restent assez mystérieuses, donc voilà, j'ai hâte de continuer, et ça a été une bonne lecture. C'est un bon roman jeunesse, même si je vous dis que pour moi, des fois, c'est pas crédible. De toute façon, je vais continuer cette saga puisque j'ai le tome 3 et le tome 4. Et je les vois d'ici. Et en fait, je sais pas si c'est le tome 4, mais il est énorme.
Idem pour mon avis de Arcane, je vous laisse avec la vidéo. J'ai terminé Arcane, le tome 2, La résurrection de Pierre Bordage, aux éditions Brajlon. Et je suis dubitative, on va dire. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, c'est-à-dire que ça fait 6 ans que j'ai lu ce tome 1. Et à aucun moment, quand on commence ce tome 2, il n'y a de rappel de l'histoire du tome 1. À aucun moment, vous n'avez de rappel de personnages. À aucun moment, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez rien nulle part. Et c'est très compliqué. Je me souviens que le tome 1, c'était un univers assez complexe avec beaucoup de personnages. Dans cette cité qui est en étage, c'est vraiment une cité tout en hauteur. Donc Arcane, il y a les fonds, les bas, les marches, les dits, les hauts. Je crois que c'est ça. Ou alors à un moment, certains s'inversent. Et entre ces niveaux, il y a des sortes de labyrinthes pour empêcher un envahisseur de monter au niveau suivant. Ces labyrinthes, ce sont les torcherons qui ont les clés pour pouvoir déplacer les gens. Donc c'est une guilde qui domine un petit peu la cité et qui permet aux gens de se déplacer entre les niveaux. Bref, voilà. Ça, je me souvenais de cette cité en étage. Je me souvenais de quelques personnages, mais qu'est-ce que ça a été compliqué de se remettre dedans. En plus, je vous le dis, c'est un univers assez complexe, même si, là, comme je vous l'explique, la hiérarchie est assez simple, mais il y a 5 grandes familles qui dirigent. Dans le premier tome, une des familles avait été massacrée, et donc on suit Oziel, qui est la dernière de sa famille, donc du Drac. Alors je vous dis la dernière, mais en fait ce n'est pas la dernière, puisque son frère aîné, le légitime héritier, a été envoyé dans les fonds de la cité. Voilà, c'est un bagne, hein, clairement. Les prisonniers se tuent au travail pour que la cité ne tombe pas, ne s'affaisse pas, ne tombe pas dans la boue, ne soit pas complètement immergée. Donc nous suivions Oziel et nous suivions Ren, qui est un enchanteur de pierre, le dernier enchanteur de pierre qui partait pour Arcane pour les prévenir que une guerre sans merci allait toucher la ville, puisque ceux du Nord essayent de reprendre la ville d'Arcane. Bref, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et je dois dire que la plupart du temps, j'étais perdue entre les différents personnages. J'arrivais à replacer Ren, j'arrivais à replacer Oziel, mais je n'avais plus de souvenirs sur Noy, Adamanta, et puis bien d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui participent à toute cette conspiration, toute cette guerre, entre trahison, entre espoir de s'élever et d'être reconnu. Beaucoup de choses. Et on est sur la bataille finale. On avance progressivement, tous les pions, et tout se regroupe dans une bataille finale qui, ma foi, est assez longue. Ça s'étend sur des pages et des pages. Il y a plusieurs étapes dans cette bataille. Donc, en soi, c'était pas abrupt comme fin, parce que ça s'étale, mais quand on y pense, plus j'avançais dans le récit, plus je me disais, il reste peu de pages et je ne vois pas le dénouement arriver. Et le dénouement se produit, et c'est vrai que c'est tellement rapide que on se dit, ah oui, d'accord, donc là c'est fini. Et ça laisse un petit coup de... Ça va vite quand même. Donc voilà, je suis dans l'expectative, je ne sais pas vraiment quoi en penser. J'ai trouvé une bonne partie du récit très long, sachant qu'en fait la mise en page y est pour beaucoup parce que c'est pas très aéré, c'est très dense hein, comme récit, vraiment c'est pas écrit très gros, j'avais l'impression de tourner la page toutes les 20 minutes, vous voyez. Donc voilà, j'avais cette impression de lenteur, de lourdeur, d'un récit pas très aéré, un peu compliqué, trop complexe, avec des personnages qui s'embrouillaient dans mon esprit. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, si vous commencez cette saga, ne laissez pas passer trop de temps entre le tome 1 et le tome 2, sinon vous allez le regretter et vous allez vous y perdre, parce que je vous dis, il n'y a aucun rappel dans ce tome 2. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé cette saga, mais il faut vraiment que je mette un point d'honneur à lire
des sagas, des tomes de sagas très peu éloignés dans le temps, sinon c'est la cata. Allez, je vous parle de La vie invisible d'Ady Larue que j'ai retrouvé dans cette très belle édition collector. Quelques temps avant la sortie à nouveau de l'édition collector, j'avais vu passer que pour les 10 ans de Lumen, il ressortait cette version. Donc j'étais allée voir pour la précommander, parce que j'étais un peu dégoûtée de l'avoir loupé la dernière fois, parce que j'aime beaucoup les écrits de V.I. Schwab, et que je n'avais pas encore eu l'occasion de lire La vie invisible d'Ady Larue. Et quand je suis allée voir sur le site de la Fnac, donc bien avant la sortie du tome collector, de la réédition, ils en avaient. Je me suis jetée dessus, je l'ai lu. Donc on suit l'histoire d'Ady qui est née en, je ne sais plus, 1700, voilà, 1700 quelque chose. Et par une nuit où le lendemain elle doit se marier, on la force à se marier, par une nuit elle va conclure un pacte avec un démon pour qu'elle ait sa liberté, qu'elle ne soit pas obligée de se marier le lendemain, qu'elle retrouve une liberté. Et c'est ce qui va se passer, mais la liberté va prendre une forme très différente de ce qu'elle pensait, c'est-à-dire que le lendemain, tout le monde va l'avoir oubliée. Ses propres parents ne savent même pas qu'elle a existé. C'est compliqué à gérer, mais Ady va avoir du temps pour gérer tout ça, puisque une des conséquences de ce pacte, c'est qu'elle est immortelle, elle ne peut pas mourir, et elle va traverser les âges comme ça, avec ce terrible fardeau, cette malédiction qui fait que les personnes qu'elle rencontre l'oublient instantanément dès qu'elles ne sont plus en sa présence. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre un café avec une personne que vous avez rencontrée, vous discutez, vous vous entendez bien, la personne va aux toilettes, quand elle revient, elle ne sait plus qui vous êtes. Voilà, voilà, c'est le... Donc, Ady va vivre comme ça pendant plus de 300 ans, jusqu'au jour où elle va se rendre dans une petite librairie, qu'elle va voler un livre, puisque de toute façon, elle peut partir sans payer, puisque 2 secondes après, le caissier ne se rappelle plus d'elle. Sauf que la personne à l'accueil lui court après et lui dit qu'il faut qu'elle paye ce livre. Bon, en soi, elle se dit, bon, il va oublier un peu après. Elle arrive à s'arranger et le lendemain, elle retourne à la librairie pour rendre ce livre qu'elle a volé. Et le libraire lui dit, mais vous êtes gonflé quand même, vous avez volé le livre hier. Et là, ça fait tilt dans la tête d'Ady, elle se dit, oh, mon Dieu, il se souvient de moi. Et donc, on va avoir l'histoire de ces 2 personnages, puisque le personnage masculin a lui aussi une histoire. Vous vous doutez bien, il ne se rappelle pas d'Ady, simplement... c'est pas une coïncidence qu'il se rappelle d'Ady. Et donc on va suivre cette histoire entre Ady et Henry. Et on a des flashbacks de la vie d'Ady avant, de sa relation avec ce démon, puisqu'elle va entretenir tout au long de ces années une relation avec le démon qui l'a maudite. J'ai bien aimé cette histoire, c'est assez lent comme histoire, ne vous attendez pas à des scènes d'action palpitantes, non, c'est vraiment un récit de vie, un récit d'identité, recherche d'identité, et j'ai apprécié ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai apprécié, j'ai bien aimé. Au niveau de l'histoire d'amour, j'ai préféré quelque chose par rapport à une autre. Mais quoi qu'il en soit, je me suis quand même attachée à Ady, qui a une vie pas facile, qui clairement... j'ai essayé de me mettre à sa place, mais c'est impossible de se mettre à la place d'Ady, parce que ce qu'elle vit, c'est quelque chose de très compliqué. Les sentiments sont bien retranscrits, donc moi j'en demande pas plus. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Je ne pense pas relire ce roman. Il m'a permis de découvrir cette histoire. J'aime toujours autant La plume de V.I. Schwab. Donc je suis contente de l'avoir en version collector. Il va aller rejoindre mes autres versions collector dans ma bibliothèque. Et très contente d'avoir enfin connu Ady. Allez, je vous parle de Iron Flame. Je cache le trou parce que ça m'énerve toujours autant.
Oui, je l'avais reçu défoncé. Et Lionel l'avait ramené à la FNAC, mais ils avaient plus d'exemplaires. Donc bon, bah, je suis toujours avec mon exemplaire défoncé, sachant que c'est pas que la jaquette. Même le relié à ramasser. Voilà, en fait il y a un trou là. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. La FNAC avait emballé ça comme ça ne l'est pas. Bref, nous sommes avec ce tome 2 dans la suite des aventures de Violette Sorengale, qui dans le tome 1 accédait à l'académie de guerre. Elle devenait cavalière. La première année c'est le plus compliqué, il y a pas mal d'épreuves, à chaque épreuve on peut se faire tuer et Violette à la base se consacrait à devenir scribe, donc clairement c'était pas forcément sa place d'être cavalière, mais Violette a réussi à se faire des alliés, a réussi à survivre à sa première année, donc on la suit dans la seconde année. Et autant le premier tome, j'avais beaucoup aimé tout ce qui était construction d'univers avec les dragons qui se lient aux humains. Les dragons sont tout puissants, on ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. Ils vous crament en un rien de temps si votre tête ne leur plaît pas. Voilà, donc tous ces dangers qui sont omniprésents. La relation entre... Alors, il y avait une sorte de triangle amoureux dans le premier tome qui finalement n'est pas resté trop longtemps, donc heureusement. La relation prend son temps dans le sens où en milieu de tome, ça commence. Voilà, ils commencent à se rapprocher. Mais dès le moment où ils se rapprochent, on a des scènes de fesses. Pendant des pages et des pages et des pages. Et ce que je reprochais au tome 1, c'est que l'histoire s'arrête dès qu'ils se retrouvent. Voilà, ils passent leur temps au lit ou dans n'importe quelle position, et en fait, l'histoire, il n'y en a plus. Là, j'ai pas ressenti ça. C'est un peu comme dans le tome 1, ça met très longtemps à redémarrer, leur relation. Donc, bien sûr, ça discute, ça se pose des questions, à chaque fois que ça se voit, ça se bave dessus, mais sans se toucher. Mais voilà, ça prend encore une bonne moitié pour que la relation reparte, mais, contrairement au tome 1, lorsque la relation repart, l'histoire ne s'arrête pas. Et on n'a pas des scènes de fesses pendant 50 pages. Donc là, je suis contente. J'ai plus apprécié ce second tome que le premier. Donc je suis trop contente parce que on a quelque chose de plus construit. On a quelque chose qui commence vraiment à devenir hyper intéressant au niveau de l'univers. On a des enjeux politiques, on a des guerres entre les peuples, on a une indépendance qui est prise par rapport à la construction habituelle et l'autorité qui régit tout ça. On s'en démarque un petit peu, on s'en éloigne, la rébellion prend le pas. Oui, là je vois une construction d'univers, de fantasy qui me plaît, donc je suis très contente. Après moi j'aime bien les personnages, j'aime bien la relation qui a été créée entre Violette et les personnages masculins. Donc je suis contente de tout ça. Je suis heureuse aussi des interactions qu'il y a entre les différents membres de l'escouade. Ça se peaufine, ça se détaille, ça commence à devenir plus riche que dans le premier tome qui était assez basique parce que finalement Violette était seule contre tous. Maintenant il y a une cohésion de groupe qui s'installe et puis au-delà de ça il y a un enjeu vraiment qui se dessine, un ennemi vraiment qui se détache du lot. Donc oui, quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus profond. Donc ce second tome pour moi était une réussite et je suis très contente. Je suis très contente de ne pas m'être arrêtée au premier tome qui finalement tournait vraiment beaucoup autour de la romantaisie. Et je suis contente que l'autrice ait pu développer son univers avec ses dragons et d'autres créatures, d'autres peuples, d'autres clans. Donc moi je lirai la suite avec plaisir. Allez, on passe aux parutions Ozu qui sont sorties le 20 septembre. On est encore une fois dans un univers de fantasy où nous allons suivre Alouette, qui est une jeune femme qui a le don. Elle arrive à contrôler les oiseaux, elle arrive à faire pas mal de choses avec ses
animaux à plumes. Sauf que dans cet univers, ceux qui ont le don peuvent aller à Avendis et développer leur don, faire des études, développer leur don, devenir des oiseleurs. Sauf que le problème, c'est que les oiseleurs, c'est une confrérie uniquement composée d'hommes. Alouette étant une femme, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de devenir oiseleur, malgré le fait qu'elle ait le don. Donc, Alouette décide de se travestir et part pour Avendis avec une lettre de son mentor, qui est un ancien oiseleur, seule condition pour rentrer à Avendis. Et malgré quelques embûches, Alouette intègre cette prestigieuse école des oiseleurs. Mais bon, les dangers sont vraiment de partout, puisqu'il faut qu'elle cache sa nature de femme alors qu'elle vit avec des hommes continuellement. Bref, c'est compliqué, mais elle va avoir un soutien de choix avec le fils du grand oiseleur qui va, par la force des choses, soutenir Alouette, découvrir son secret, mais la soutenir tout de même. Et voilà, on est dans un univers de fantasy qui paraît assez large, mais qui finalement, si vous voulez, pour moi, ce livre, c'est un premier tome. Parce que c'est une fin ouverte. Je trouve que on parsème des informations, mais on ne va jamais jusqu'à développer ces informations. Donc pour moi, c'est une grosse introduction. Donc, sans savoir s'il y aura un tome 2, je peux déjà vous dire que ça appelle forcément un tome 2 et je serais très déçue s'il n'y avait pas de tome 2 parce que pour moi, si c'est un one-shot, il n'est que superficiel et il me manquerait vraiment une suite. Donc voilà, j'appelle à Camille Noyer, il faut une suite. Il faut une suite, c'est pas possible de rester comme ça. Donc en soi, moi j'ai apprécié ma lecture, j'ai trouvé que l'univers était original, intéressant. Il y a ce que j'aime là-dedans, voilà, des conflits entre royaumes, la place des oiseleurs qui est un petit peu centrale puisque ils prédisent ce qui va se passer dans le tracé des oiseaux, mais ils ont un rôle un peu neutre. C'est un peu la Suisse, hein, les oiseleurs. Donc c'est un peu compliqué de gérer tout ça, mais j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Alouette, qui est une forte tête, qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds, qui est girl power à fond. Il faut absolument qu'elle puisse s'épanouir en tant que femme, sauf que c'est compliqué en cachant tout ça. Décile est un personnage aussi particulier. J'ai eu un petit peu de mal par moment parce que lui aussi a un secret et en fait c'était assez étrange de voir les discussions entre Décile et Alouette, sachant que lui connaissait son secret, elle connaissait son secret, et à aucun moment ça changeait la donne. Enfin, je sais pas si vous voyez, à aucun moment leur relation ne changeait par rapport à ça, alors que ça aurait dû. Enfin, c'est assez étonnant en fait, c'est assez complexe, on parle beaucoup de genre, puisque voilà, avec ce travestissement de Alouette en homme, on parle d'identité sexuelle, c'est sûr. Bon, il y a plein de thématiques là-dedans. C'est un roman aussi assez dur, on va voir des mœurs, on va voir ce que signifie aussi la destinée. Il y a pas mal de choses par rapport au futur. Moi j'aime bien les romans où on navigue un peu entre futur passé. Là, en fait, dans ce roman, il y a pas mal de choses et à aucun moment on a une trame linéaire. On commence assez tranquillement avec ce qui se passe à l'école et en fait, hop, on casse le rythme et on va partir sur autre chose. Et après, on recasse le rythme et on va partir sur autre chose. Donc moi, je me suis pas ennuyée parce que justement, on a pas mal de trames différentes. Mais il me faut autre chose. Voilà, pour moi, ce roman, il est pas complet et je vous le dis, ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas de suite parce que j'ai eu juste l'impression d'effleurer simplement l'univers
et pas rentrer en profondeur dedans. Il y a tellement de questions qui se posent, il y a tellement de questions qui n'ont pas eu de réponse que il faut une suite. Et enfin, je vous parle de La Cage, donc qui est la suite de La Cage, vous l'aurez compris. Je suis en train de regarder où est mon premier tome. Je pense que je l'ai rangé parce que moi, il doit être, vous le voyez là à l'écran, il est, je sais plus où je suis, là, il est ici. Je l'ai rangé parce qu'à la base ça devait être un one shot. Pour moi, il n'y avait pas marqué 1 sur La Cage. Donc quelle bonne surprise de voir que le tome 2 sortait. Et je dois bien vous avouer que j'ai préféré le tome 2 au tome 1. C'est assez contradictoire parce que le tome 1 c'était quelque chose d'inattendu. On est avec des jeunes femmes qui se réveillent dans un endroit totalement aseptisé, tout blanc, avec plusieurs pièces, mais qu'elles découvrent au fur et à mesure, mais elles n'ont aucun souvenir de qui elles sont, elles ne savent pas ce qu'elles viennent faire ici, elles ne comprennent pas. Au fur et à mesure, voilà, des réminiscences leur reviennent, et puis on est dans un huis clos assez oppressant, clairement, et au fur et à mesure, l'histoire se déroule, et on va de révélation en révélation jusqu'au final. Donc pour moi, le tome 1 se suffisait à lui-même, et en fait, la bonne surprise, ça a été que ce tome 2 donc, se déroule après le tome 1, mais nous propose quelque chose de différent. Alors on suit la trame, on suit en fait les révélations du tome 1, donc ça va être compliqué de vous parler de ce tome 2, puisque je ne peux pas vous révéler ce qui fait l'essence même du tome 1. Mais bon, on est avec ces jeunes femmes qui se sont libérées de la cage. Je ne vous explique pas comment, je ne vous explique pas pourquoi, je ne vous dis pas qui elles sont, pourquoi, etc. Simplement qu'elles sont à l'extérieur, qu'elles reprennent leur vie, sauf que elles vont se retrouver cette fois-ci enfermées dans une cage mentale. Il leur arrive des choses qu'elles ne comprennent pas, elles ont des blackouts, elles font des choses dont elles ne se rappellent pas. Donc voilà, on continue, on développe encore cet univers, et j'ai trouvé que ce tome 2 était très intéressant et très addictif. Je l'ai dévoré, en plus les chapitres sont assez court, donc ça se lit super vite. On passe d'un personnage à l'autre, même si c'est Eléa le personnage principal. Oui, on développe quelque chose, on développe une réflexion sur un sujet dont je ne peux pas vous parler, sinon je vous spoil le tome 1. On navigue entre scientifique et social, les relations entre les personnes, les relations entre les familles, tout ce qui fait que un drame peut bouleverser et changer la donne, des réflexions sur la personnalité de qui on est par rapport à la thématique du tome 1. Bref, je sais pas du tout si vous comprenez. Je pense que c'est très énigmatique, mais en fait, je peux pas vous dire quoi que ce soit si vous n'avez pas lu le tome 1, puisqu'on est vraiment dans une thématique centrale, et c'est la révolution du tome 1, donc si je vous l'ai dit, c'est pas possible. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, et je l'ai trouvé presque plus abouti que le tome 1. On a des réponses à nos questions, et ça se termine, et j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà, pour moi, c'est une conclusion parfaite à ces deux tomes, et je suis très contente d'avoir découvert La Cage, et je souhaite vraiment une longue carrière à Emma Segues, parce qu'elle a réussi à faire quelque chose de très addictif, de très mystérieux, avec plein de rebondissements, très haletant. Et voilà, c'était le premier roman. La Cage avait été le prix du premier roman au Zoo. Elle a réussi à se renouveler avec ce tome 2, donc chapeau. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Elle est extrêmement longue alors que je vous ai parlé de 2, 4, 6 romans. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si un de ces livres vous fait envie. Si vous hésitez, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire tout ça. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.